avec Antonio Gallego et Vincent Perrottet pour cette première table ronde de la journée. Après la conférence donc, de présentation générale de Mathieu Tremblin qui modère cette table ronde avec moi et qui a permis vraiment de dresser un peu un panorama alors assez rapide mais très riche de propositions d'affichage sauvage dans l'espace public en France et puis aussi à l'étranger. L'idée ensuite c'était de revenir en fait sur cette matinée en donnant la parole à deux créateurs qui sont descendus très tôt dans l'espace public et qui ont proposé vraiment des formes d'images et des jeux de mots très divers. Et l'idée donc c'était d'avoir des récits de vie et aussi de revenir sur vos parcours respectifs engagés entre enjeux politiques, possible dialogue institutionnel et aussi réflexion sur l'image, les images que l'on voit dans l'espace public et leur style. À ma droite, j'ai Antonio Gallego, qui est présent et qui est donc artiste, cofondateur de Banlieue, qui est un groupe qu'il va nous présenter et dont j'ai ici un ouvrage que je présente pour celles et ceux qui sont intéressés, qui est un ouvrage qui a été édité par Harpon et qui fait un peu un retour sur ce groupe pionnier de l'art urbain en France, avec beaucoup d'illustrations et aussi de textes, donc je vous encourage à le consulter. Et donc Antonio, tu es depuis septembre 2011 enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Et puis à ta droite, nous avons donc Vincent Perrottet, merci d'être parmi nous, designer graphiste, c'est un petit peu le terme que j'ai retenu et que j'ai trouvé en faisant des recherches sur toi, ayant une longue carrière et ayant des réflexions aussi sur les enjeux des images et leurs limites aussi parfois dans un espace urbain qui est tentaculaire et complexe. L'idée, c'était d'avoir deux personnes au parcours à la fois divers et aussi complémentaires pour encourager aussi les croisements entre l'art dans l'espace public, l'art urbain et aussi le design et le graphisme, qui sont des sujets peut-être qu'en tant que fédération de l'art urbain, on interroge moins et pour lesquels on est très intéressé du coup d'avoir le retour d'expérience de Vincent qui va venir nourrir aussi ces propositions visuelles dans un même espace qui est la rue. Donc on va commencer un petit peu ce parcours avec Antonio Gallego, qui a commencé notamment dans les années 80 avec la création du groupe Banlieue, avec plusieurs artistes. Et donc, ma première question, c'était est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette origine de groupe et puis aussi pourquoi vous avez souhaité collectivement l'appeler Banlieue. Et donc, il faut mettre le micro... C'est pas un groupe d'artistes, c'est un groupe d'étudiants. Et en fait, des arts déco et des beaux-arts. Et donc, dans un environnement urbain, et là, je suis content parce que il y a Vincent et puis Ox, où Grappus, les affiches de Grappus, on est dans le début des années 80, est très présente. On a aussi Cislewicz. Je cite Cislewicz parce qu'il y avait une série d'expositions à Beaubourg. Ça m'emmerde un peu, ça. Il faut le mettre sur le menton, comme ça on oublie. Et donc, qui s'appelait Paris-New York, Paris-Berlin, Paris-Moscou et Paris-Paris, qui était en 81. Et nous, Banlieue, Banlieue était une réponse à Paris-Paris. Comme quoi, la vision de la banlieue était non pas que du ghetto, du négatif. C'est vrai c'était dans le contexte de l'élection François Mitterrand, c'était dans le contexte de la marche et des manifestations émigrées dans les usines comme Peugeot, Citroën. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a monté ce groupe. Alors, je parlais de Grappus, donc Cislewicz avec ses affiches Paris, New York, Paris-Berlin. Et puis, il y avait les commandes publiques qui commençaient, Christo, entre autres, l'emballage du Pont-Neuf, et est apparu comme ça, pour ma génération, les petits bonhommes blancs de Jérôme Ménager sur les quais, qui étaient une interrogation, on ne connaissait pas, on voyait apparaître ces silhouettes blanches. Et puis, il y avait Jean Faucheur, et puis par la suite, les Poulain, avec les 4x3 qui disparaissaient. Et nous, Banlieue, on était
donc en banlieue, un peu isolée, on programmait des concerts et des expositions, et on est par la suite descendu dans la rue sous forme de, voilà, comme on peut voir, de grandes fresques. Et puis, il y avait une culture, entre guillemets, ce qu'on appelait branché. Branché, c'est-à-dire qu'il fallait pas, comme aujourd'hui, sur les réseaux, avoir 10 000 likes, mais plutôt avoir une centaine de personnes qui. Il fallait pas dépasser. C'était vulgaire d'être massifié. C'était plutôt underground peut-être le réseau. Et d'ailleurs, ça passait par le courrier de Libération ou par la revue Actuelle. Enfin, les informations ou par l'Écho des savanes. C'était de cette façon-là que les choses se passaient, plutôt dans la discrétion. Bon, même si on commençait à s'étaler sur les murs. On a peut-être des images à projeter pour banlieue. Je ne sais pas si Véronique peut les ouvrir et la suivante, voilà. Donc, alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces différentes phases du groupe? Il y avait en effet ces séries d'expos, de concerts et de performances, et puis du coup ces grandes fresques peintes sur papier craft qui étaient collées dans l'espace public. Donc, est-ce que tu peux un petit peu revenir en fait sur cette méthode? En banlieue, c'était beaucoup La Courneuve, Pantin, Aubervilliers, Saint-Denis, Bondy, de mémoire. Hein. Et il s'est trouvé que Marco Ferreri faisait un repérage pour un film qui s'appelait I Love You. Il a vu nos fresques et il nous a demandé, et c'est là, voilà, de faire des décors. Et là, quand je parlais de ce côté léger, branché, un peu à paillettes, voilà, eh bien, ça nous a projeté, très rapidement sur la scène artistique. On s'est retrouvé sollicité et dans des revues artistiques, sauf qu'on avait beaucoup d'énergie à déployer dans la peinture, mais très très peu de choses à dire en dehors de cette énergie. Donc on était sur quel style un peu de... Ouais. Ah voilà, on peut en voir d'autres. Voilà, on était sur du coup des œuvres très colorées en fait. Comment elles étaient conçues collectivement ces En fait, ces affiches? à l'époque, on n'avait pas de dessin préparatoire. C'était de l'écriture automatique. On était là parce qu'on a commencé à 10, mais issus des Beaux-Arts. Et puis le groupe s'est réduit en fait, et c'est Yvan Sig, Kenji Suzuki, Alain Campos et moi-même qui avons fini par structurer le groupe. Et puis après, ils ont continué tous les trois. Ça, c'est une autre histoire. Je suis parti du groupe, voilà. Donc toi, tu es intervenu combien de temps dans ce groupe banlieue 5 ans. 5 ans, donc au début des années 80. Voilà. D'accord. Et donc c'est une époque, en effet, où on parle des fameux médias peintres dont Mathieu Tremblin a parlé tout à l'heure. Donc ces artistes qui ont été extrêmement médiatisés. Et donc les frères Ripoulin faisaient aussi partie de cette vague. Des gens comme Speedy Graffito aussi faisaient partie des artistes qui cohabitaient dans la sphère urbaine. Il y avait quelqu'un il y avait Blake Lerat, il y avait, je citais Jérôme Ménager, Speedy Graffito, il y avait Mystique. Mystique, qu'on n'a pas trop côtoyé, mais il y avait Mystique, c'est vrai. Il y avait Vive la peinture, Jeff Aerosol, et puis il y avait Beau Geste, il y a des personnes, Costa, des personnes qui ont... Mosner, Ricardo, hein, oui. En fait, c'était une énergie, pas en compétition, mais qui se stimulait. Les groupes se stimulaient. C'était aussi, pour nous, c'était synonyme de musique rock. Mais aussi pour banlieue, alors là, c'était en banlieue. On a beaucoup, comment dire, zut, on agissait beaucoup avec la fête de l'humanité, entre autres des fresques pour la libération de Nelson Mandela, ou bien contre, à l'époque, les affiches 4x3,
les affiches du Front National commençaient à apparaître en banlieue. Et nous, on agissait le soir avec des pots de peinture qu'on balançait sur les effigies, évidemment, de Le Pen. C'est des trucs qu'on a fait jusqu'au début des années 90. Et après, ça s'est tellement multiplié qu'on a cessé. Mais c'était pas revendiqué comme acte artistique. C'était revendiqué comme acte militant. Et donc là, vous passez essentiellement par l'affiche. Oui. Voilà, c'était un choix de médium spécifique. Enfin, comment vous en êtes arrivé à vous dire, bah voilà, on va plutôt faire des peintures, donc là vraiment de la peinture murale sur papier, pour aller ensuite les coller dans l'espace public? Eh bien, c'était en fait la préparation était en atelier. Ça nous permettait de travailler une bonne semaine, de préparer la peinture. Et puis, il y avait cette fascination, quand tout à l'heure on a parlé d'art éphémère, de bâtir, de peindre un objet unique et de le voir disparaître. En fait, il y avait la beauté du geste. Ouais, je crois que c'était beaucoup de gribouillis, mais en fait, il y avait cette finalité de destruction qui nous fascinait en même temps. C'est une fascination entre création et destruction. Et du coup, moi j'avais une question Ou disparition. sur la question du site, c'est-à-dire qu'en fait on voit les fresques réalisées ainsi de suite, mais vous aviez un endroit où vous saviez que vous alliez coller. Comment est-ce que vous repériez ces endroits-là, puisqu'en fait c'était de l'affichage sauvage, mais à la fin non, ça donne pas l'impression... toujours sauvage. Voilà. Nous, on n'était pas tout le temps sauvage. En fait, banlieue, on a parfois été en sauvage dans Paris, mais souvent on a travaillé avec le réseau du 9-3, avec la mairie, le service culturel. On allait les voir, on les sollicitait, on les baratinait. Et puis, on se faisait payer le matériel. Et puis, c'était aussi bien le service culturel de la Courneuve, la même chose avec Aubervilliers. Alors, on était très, très, très bien reçus. Et souvent, ils nous demandaient de travailler pour les préaux des écoles pour que ça reste. Et ils ne comprenaient pas le fait que nous, non, on veut tel mur, même si les intempéries allaient les faire disparaître assez rapidement. Voilà. Et donc après banlieue, à la fin des années 80, tu es donc diplômé en 88 de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Oui. Et donc à la fin de cette décennie, tu poursuis seul ton travail plastique dans l'espace public, à travers notamment des séries d'affiches, comme on peut en voir à l'écran, qui sont posées avec un travail sur les mots. Alors là, c'est un travail, en fait, c'est la disparition de Chico Mendes. Tout à l'heure, tu parlais des disparitions, surtout autour du bassin méditerranéen. On annonce comme ça quand une personne est décédée. Et je réfléchissais quand Chico Mendes est un Amérindien qui a été assassiné par les comment dire, par les propriétaires terriens, mais qui a été assassiné quand même par les personnes qui étaient censées le protéger et qui ont été payées par les propriétaires terriens. Donc j'ai cherché, je travaille à l'atelier, je suis peintre, voilà, je suis peintre, et la peinture c'est lent, c'est silencieux, c'est comment dire, c'est pas dans l'énergie. Et puis, je pensais à mon groupe banlieue où on était en pleine énergie, on partageait beaucoup. Et la rue me manque. Donc, en faisant ce travail d'atelier, j'ai la réponse sur comment donner un hommage à Chico Mendes. La première des choses, c'était de faire justement un bandeau noir, comme en Turquie ou en Grèce, où on met le nom du disparu. Et puis, en fait, comme il a été supprimé, il a été tué, et en défendant l'Amazonie, je me suis dit, on va faire disparaître le nom de la personne et plutôt garder son combat. Et donc, voilà, le résultat, c'est Helvetica, très sobre, justement par rapport à la disparition. Et voilà. Avec des bandes donc d'une quinzaine de centimètres de large qui sont posées. 176. Et l'affiche, en fait, j'avais la chance, mon beau-frère est graphiste, et il demandait à
à son imprimeur de récupérer les, comment on appelle ça, les bords, les bords perdus, voilà. Donc c'est sur un bord perdu. Donc là, on est sur, je ne sais pas dans quelle ville on est. Est-ce qu'il y a une Paris. légende Paris? Donc Oui. il y a d'autres aussi affiches que tu poses comme ça avec des mots. Alors je ne sais pas si on a un exemple. J'avais noté par exemple un nu, un lundi, un ministre. Oui. Alors à chaque fois, c'est une aventure parce qu'on pourrait sortir des mots toutes les semaines, mais à chaque fois, c'est quand je parle de Chico Mendes, le travail à l'atelier, c'est à chaque fois peut-être qu'un arbre, il sort au bout d'une année. La réponse, elle vient lentement. Le un nu, c'est lorsque on a un ministre en 90, et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais mon premier garçon, mais on avait demandé aux enfants des CE1, enfin des cours élémentaires, de donner un paquet de riz pour envoyer en Somalie. Et il y avait l'ONU, il y avait le sigle de l'ONU sur ces paquets de riz. Et on voit à un moment donné ce ministre débarquer avec un sac de riz sur les côtes de Somalie. Et là-dessus, je m'étais interrogé sur cette stupidité de la communication, et je voulais faire rejoindre l'individu, l'individuel, l'unique et l'ONU. Enfin, c'était ce jeu. Et en même temps, le un nu, assez bête. Alors, ça a été repris. Tous les pays francophones ont repris d'une façon ou d'une autre ce jeu, ce jeu de typographie. Et à droite, on voit une autre, Là, affiche. C'est dans l'accident de collage urbain, la nuit, je vois ce pochoir des Guerilla Girls, je dis, ah, là, il faut un nu. Voilà. Oui, parce que quand tu colles dans l'espace public, en effet, tu cohabites avec d'autres formes, avec une époque où donc il y a beaucoup de pochoirs, des écritures, et puis aussi du coup le graffiti writing qui s'installe progressivement dans l'espace public. Comment toi tu as observé à cette époque ces autres formes picturales dans l'espace public? Alors, il n'y avait pas énormément de tags, de graphes encore. Il y avait bandeau, psychose, et quelques autres graffitis. C'est venu, il y a eu une invasion, excusez du mot, en fait, l'espace était, il y avait beaucoup d'espace, il y avait beaucoup de murs aussi, comment dire, de rues murées. Enfin, dans le Marais, il y avait beaucoup de bâtiments qui allaient être rénovés. Donc, on pouvait afficher. Et peu à peu, quand pour moi, le graffiti était des cousins lointains. On avait le même espace, et puis il y avait un respect. Il y avait un respect là où il y avait un graffiti. Je faisais de 100 mètres, il y avait des pâtés de maison. Et puis, la même chose avec les affichistes. Les Ripoulins étaient sur des 4x3, mais d'autres artistes où les pochoirs, on respectait, il n'y avait pas une sorte d'agglomération Oui, vous cohabitiez en fait, voilà. mais en respect mutuel aussi Voilà. dans vos pratiques respectives. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Je ne sais Voilà. pas quelle est Alors, la... un nu, un arbre, Ouais. ça croise aussi Yves Klein, ça croise aussi Matisse. C'est des questions aussi. Je suis à l'atelier, c'est lent. C'est tous les ans, il y a un mot. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sortent à 300 exemplaires. Quand je sors un mot, faut le coller. C'est pas juste une affiche. C'est pas une affiche numérique. Donc, le un arbre s'inscrit, quand je parle de Chico Mendes, mais avec cette lente réflexion, ça va s'inscrire aussi avec le un arbre de Joseph Beuys, ça va s'inscrire avec le un arbre de Mondrian, ça va s'inscrire dans... Je vais essayer de les inscrire dans l'histoire de l'art. C'est un peu bête, mais c'est une réflexion sur le contemporain. À l'époque aussi, on parlait d'art actuel, on parlait d'art vivant, on parlait d'art moderne, et d'un seul coup, il y a le mot contemporain qui apparaît. Mais alors le contemporain, quand on faisait après une demande de bourse ou de subvention, fallait
dans sa demande d'utiliser 15 fois le mot contemporain. Je resitue le contexte. Voilà. Et donc, à la même époque, à la fin des années 80, au début des années 90, tu fais aussi des détournements de panneaux routiers. Oui. Par exemple, autour de Sarajevo. C'est un projet dont Oui. tu m'avais parlé. Donc, il y a aussi un voyage de ta part, aussi un travail sur les tracts, sur les affiches politiques quand même. Alors, le travail sur les tracts, c'est justement, je détourne grâce toujours à mon beau-frère, c'est Michel Bouvet, tu vois, oui. Michel Bouvet. Donc, il va m'aider à produire 3000 tracts bleus, blancs, rouges, et sur lesquels je détourne le drapeau français. Et en fait, sur le bleu est inscrit servez. Non, servez-vous. Sur le blanc, servez-nous. Et sur le rouge, servons-nous. En fait, j'utilise les couleurs. J'utilise les couleurs du drapeau. Et puis, je m'installe dans Paris, à plusieurs intersections, aussi bien dans le Marais qu'à Saint-Michel, avec mes trois couleurs et distribuer 3000 tracts. Oh là là, et j'ai des regards extrêmement agressifs. Ça, je m'aperçois que le drapeau français, il est vraiment très mal perçu. Et je me dis, oh là là, c'est bien beau de distribuer des tracts. C'est beau, c'est une belle volonté, mon garçon. Mais déjà, tu es en train d'utiliser à des fins artistiques un outil militant. Et c'est là que vient l'idée de faire tracteur. En fait, au moins collectivement redistribuer les tracts. Et là, c'est avec mon ami Roberto Martinez qui lui-même travaille sur. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le bandeau noir, l'affiche avec un bandeau noir. Et là, on va monter cette structure. Et l'idée, c'est d'inviter des artistes, une quinzaine, vingtaine, trentaine, tirer les tracts à 1000 exemplaires et les distribuer à la sortie des bouches de métro ou sur les marchés populaires. Et donc, c'est à chaque fois sur des thématiques. Ces artistes sont invités sur des thématiques et on a une trentaine de réponses. Voilà. Et ça, c'est au milieu des années 90, tracteur 95, ouais. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on croise à l'époque Ne pas plier. On croise mon voisin, c'est Alex Jourdan, je suis à la maladrerie, et puis Marc Pateau. Et c'est des personnes qui ont des pratiques aussi autour du. Alex, qui est un grappus, qui n'est plus grappus, mais qui est dans une structure qui s'appelle Nous travaillons ensemble. Marc Pateau, à l'époque, est dans Ne pas plier, ce qui fait qu'on a des échanges comme ça, voilà, sur les multiples et la circulation des idées. Ça, on va pouvoir aussi en revenir avec Vincent. J'avance un petit peu, hein, parce que le temps file. Deuxième décennie, fin des années 90. On peut accélérer un petit peu et puis voir aussi que petit à petit, le mot laisse place aussi à l'image, avec un travail de photographie autour des demeures. Est-ce que c'est un projet dont tu peux nous parler ? Un travail sur les demeures premières. Là, c'est un travail... c'est mon travail où je photographie d'une façon obsessionnelle ce qui est des abris autour de matériaux, cabanes, boris. Et donc, c'est aussi toujours le contexte. C'est quand voilà, on est en rapport avec les gouvernants et les sans-abri sont réduits à SDF. Là où, quand gamin, j'avais connu, entre guillemets, des clochards célestes sous les ponts, là, on trouve des armées, des invasions, des malheureux qui sont là maintenant, qui sont sous les ponts. Et donc, c'est une réaction aussi à ce côté précaire, mais comment le traduire ? Et c'est une des pensées qui me traverse. Il y a une multitude comment dire,
de prétexte, enfin pas prétexte, mais source, voilà. Et donc, on est sur de l'affichage sauvage que tu colles Voilà. dans l'espace public. Des sérigraphies qui sont au départ sorties à 150 exemplaires, mais je vais vite réduire. Au bout de 4-5 affiches à 150 exemplaires, on se retrouve multiplié par 5 à coller tous les vendredis soirs jusqu'à 4 heures du matin. Donc de 150, ça va se réduire à 100 et puis peut-être à 75 pour finir à 50. Antonio, tu avais une théorie sur le rapport à la densité, à la présence de signes dans l'espace public pour qu'il soit compris, que je trouvais assez intéressant, si tu peux me l'exposer, Oui. par rapport au nombre d'affiches. En fait, quand on voit Tania Moreau avec le nid, elle sait qu'elle a lu des enquêtes commandées par pas ces gars-là, mais par Decaux, qu'il faut à peu près 50 points d'affichage pour avoir une lecture dans la ville. C'est une moyenne. Mais dans le même temps. Donc, à l'époque, quand je commençais ce travail des cabanes, on est en 96, il y a aussi de l'espace dans la ville encore. Et tous les vendredis, j'ai une discipline de travail de collage, où voilà, je commence à... Alors, la tactique, c'est après 10h, 22h, parce que les gardiennes et puis les promeneurs avec leurs chiens ont été se coucher. Donc, le vendredi soir, parce que je me dis que les décolleurs, la ville de Paris ne passe pas le week-end. Donc, c'est au moins vu 3 jours. Donc, ça a été une discipline de travail jusqu'au peut-être 2015 quand même. 95 à 2015. Voilà. Bon. Et donc, on avance encore dans le temps, au début des années 2000. Alors, on a quelques exemples oui, on peut y encore aller, à l'écran. C'est un voyage. Ce sont toujours des photographies avec mon appareil. Mon appareil, donc c'est du négatif. Elles sont tirées. Et donc, là, je suis parti en Mongolie pour photographier. J'ai vécu 2 mois et demi dans les yourtes et j'avais ramené cette yourte. Et ce qui était superbe, c'était, en fait, je l'avais dessinée sur mon agenda et le petit élément, en fait, le cheval qui est à gauche indique la profondeur, parce que l'infini, c'est un peu comment la yourte est déposée dans l'infini. En fait, il y avait cette idée très occidentale que le bout du monde était avec le bout de l'horizon était l'Amazonie. Pas l'Amazonie, la Mongolie. Pardon. Oui, on peut y aller. Alors là, il fallait être astucieux. C'est un centre d'art. Donc, parce que souvent, ce sont des invitations, en fait, par des centres d'art. Je fais produire un nombre d'affiches produits par le centre d'art. Je colle dans la ville. Je présente dans le centre d'art aussi des sérigraphies. Et là, il fallait que je fasse passer. Je voulais faire une série. Là, elle s'appelle Jack City. Mais je voulais faire passer. J'ai réussi à faire une ville gratuite, à vendre un projet. Et en fait, il y a plusieurs prétextes d'autres affiches pour obtenir une affiche. Voilà. Donc cette affiche, où est-ce qu'elle était visible? Elle était dans l'espace public, collée, oui. Et aussi dans le centre d'art? Comment? Et aussi exposée dans un lieu fermé en collaboration? Protégé. Oui. Donc voilà, là, il y avait un dialogue aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur, oui. Donc c'est aussi une époque, là, on est dans les années... C'est dès qu'elle commence, en fait. Dès qu'elle commence, dès que je fais ce travail, c'est commandé par le centre d'art de Rueil-Malmaison en premier. Après, il y a Colomiers. Après, il y a Philippe Chat, je ne sais pas si tu te souviens, qui m'avait... Fontenay-sous-Bois, merci, oui. Fontenay-sous-Bois, il faut rendre hommage à Philippe Chat qui bricolait le malheureux. Et Evelyne, oui. Passionné d'affichage. Et donc, voilà, le principe, c'était de produire, et je collais ensuite dans la ville, mais d'une façon sauvage, entre guillemets, autorisée ou pas autorisée. Et dans le centre d'art,
je faisais maroufler avec une marge de 10 centimètres autour pour revenir à l'origine de la photographie. Voilà. Donc, présenté comme des photographies. Oui, assez classique en fait, une Oui. présentation d'exposition. Au début des années 2000, tu cofondes un nouveau groupe. Tu reviens aussi dans le travail collectif, le groupe Un Nous. À nous. Est-ce que c'est voilà, un projet dont tu peux nous parler et, ah oui, on a donc Mathieu qui fait Alors, avancer Un en Nous, même temps. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu l'origine de ce projet Un Nous au début des années 2000? Alors, À nous, c'est une invitation à une exposition. Et, oui, c'est une invitation à une exposition. Et comment détourner cette invitation pour en faire enfin, pour être associé à du collectif. En fait, j'ai un peu une gêne vis-à-vis de moi-même, c'est que je préfère le collectif. C'est Grappus qui disait il parlait de on aurait aimé être un groupe de rock, je sais pas. Bon, bref, c'est assez marrant où il parle justement de l'individu et du collectif. Et c'est un petit peu mon cas. Donc, l'occasion était de reformer un groupe, et les vieux copains de banlieue, d'autres, Patrick Pinon, qu'on croise, un artiste urbain qu'on croise fréquemment dans Paris. Je leur ai proposé autrefois un autre artiste, François Morel, José Maria González, et puis Roberto Martinez. Donc on a travaillé, et là on s'est référé à l'affichage de mai 68, justement ce côté agglomérat et chaotique. Bon, composé, on est plasticien, et pour produire d'une façon collaborative, mais j'aime pas, coopérative, c'est-à-dire on associe nos productions et on compose ensemble. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un projet qui était proposé avec une institution, par exemple. Alors là, c'est la Biennale de Lyon, mais il faudrait peut-être la réduire parce qu'on voit. Si, c'est bon. D'accord. Ok. Donc là, c'est une invitation à la Biennale de Lyon, la 10e Biennale de Lyon. Voilà, c'est quand, en fait, c'est un petit peu comme ça que un nous a été créé, où on me sollicite et bof, allez hop, l'institution me sollicite, mais on va pas répondre directement. J'ai pas affiché pour me retrouver récupéré, digéré par l'institution. Hop, on va leur foutre un nous. Enfin voilà, un petit peu les histoires, et c'est comme ça que un nous a existé. Mais un nous a existé beaucoup en sauvage, beaucoup en sauvage. Bon, on peut y aller, hein, on peut. Parce que Oui, Vincent, on peut continuer. Et puis après, je vais donner la parole aussi à Vincent, parce qu'il y a aussi une réflexion collective. On va pouvoir Oui. changer de Alors dossier. C'est toujours un nous, Véronique. mais à Nuit debout, par exemple, En 2016. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a après? Après, oui, pardon. Voilà. Bien Ouais. sûr, excusez-moi. Non, mais merci, ça donnait un petit peu un panorama de ton travail. Et puis, du coup, ça fera aussi écho aux réflexions que Vincent porte et a pu porter. Donc, qui a accepté de se prêter à cet exercice de prise de parole. Et puis, pour Vincent aussi, je vous encourage vraiment à aller voir son site internet, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images qui sont consultables et qui permettent aussi de découvrir tout ton parcours. Et donc toi, Vincent, tu as commencé ton travail sur le visuel en suivant une formation à l'École nationale supérieure des arts déco dans les années 80, en débutant un travail donc de graphiste. Et puis peut-être avant de plonger vraiment dans ton récit et tes productions, moi j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qu'un designer graphiste. Comment est-ce que tu définirais en fait cette présentation, ce statut-là? Le mot design, il est arrivé justement à la fin des années 70, au début des années 80 en France, et c'était pour accompagner des activités qui sont connues depuis toujours, qui étaient l'architecture, l'élaboration des objets du quotidien et les images qui sont nécessaires à la complexité sans cesse croissante des relations humaines, en fin de compte.
c'est venu avec l'ère industrielle et le développement des grandes villes et la complexité dont parle si bien un type qui s'appelle Edgar Morin, encore mort. Et on dit design graphique, mais on peut dire graphiste, comme on dit architecte, ou bien... mais on dit designer, d'ailleurs, pour ceux qui font des objets, encore. Et ça induit une relation assez particulière avec la société dans la mesure où on essaye de faire des choses qui améliorent sans cesse et la qualité de la relation et la qualité physique de la vie. Ça, c'est le travail normal des designers. Mais c'est le travail normal des artistes. Les sculpteurs, les peintres, les architectes jusqu'au 19e siècle, ils faisaient exactement le même travail. C'était des designers. C'était des designers du pouvoir, c'était des designers de ceux qui avaient les moyens de se faire construire des maisons, de se faire coudre des habits et de se faire leurs portraits. Et donc, au début de ta carrière, donc tu prends contact avec... J'ai pas fait de carrière au sens... J'ai pas de carrière. Ouais. J'ai une pratique qui s'étale dans le temps, mais comme il y a des mots que j'emploie pas. J'emploie jamais le mot cible et je dis jamais j'ai une carrière. J'ai une carrière à côté de chez moi d'argile. Et on peut parler de parcours alors, oui, je préfère, il y a art dedans. Ok, très bien. Et donc c'est le parcours, mais qui est longue, qui est un long cheminement. Et donc au début de ton parcours, tu prends contact avec Grappus, dont a parlé Antonio, et j'aimerais bien en fait qu'on revienne un petit peu sur ce collectif, voilà, sur comment toi tu en as pris connaissance et qu'est-ce que faisait Grappus dans ces années-là. Quand j'ai fait l'école des arts décoratifs à Paris de 1978, normalement à 1982, je voulais surtout pas être graphiste parce que dans les enseignements qui étaient proposés, la pédagogie développée m'intéressait pas. Les personnes qui étaient là, il y avait des gens remarquables, hein, Jean Widmer, Rudi Meyer, Peter Keller pour les Suisses et qui faisaient la logotypie, la typographie et l'organisation de la communication institutionnelle, et d'un autre côté, ce qu'on appelait les Polonais, qui venaient plutôt de ce qui était la culture de l'affiche, plutôt de la rue, de la culture polonaise, avec un ancien membre de Grappus qui s'appelait François Mie, et quelques autres. Et ils étaient tout le temps, c'était fin des années 70, beaucoup de didactisme, beaucoup de discussions profondément inutiles, un peu agressives les unes entre les autres, ça m'emmerdait. Donc, j'ai fait autre chose. J'ai fait cinéma d'animation, vidéo et cinéma documentaire. C'est là où j'ai appris, parce que j'ai eu des grands maîtres dans ce domaine, que j'étais pas fait pour ça. C'est pas une économie qui m'intéresse ou une économie sociale d'une certaine façon et une culture du travail m'intéressait pas. Et par chance, j'ai rencontré les Grappus parce qu'un ancien des Arts Déco avait intégré le collectif, Marc Dumas. Il m'a fait rentrer avec 3 de mes amis de l'école dans ce collectif et ça a été une véritable école. Et Grappus, c'était effectivement un collectif parti de 3 personnes en 1969-70, François Mie, Pierre Bernard, Gérard Paris-Clavel, et puis rejoint ensuite par 2 autres, Alex Jordan et Jean-Paul Bachelet en 75 et 76, et des premiers jeunes qui intervenaient non pas comme ni stagiaires, ni véritablement comme assistants, mais comme élèves. On était élevés. Et c'était le partage des images, c'était la force de l'expérience, c'était aussi l'égalité en matière de revenus, c'est-à-dire on gagnait de quoi payer notre loyer, manger, se cultiver comme eux, sauf qu'ils avaient un peu plus d'âge, 15 ans de plus, hein. Et c'était l'écoute permanente. On coupait pas la parole, on écoutait. Chaque image pouvait être discutée. Bref, c'était le bonheur quand on arrivait d'une institution un peu lourde qui est une école nationale supérieure. Et ils étaient tous cocos. Et moi, à l'époque aussi. Enfin, j'entends le Parti communiste français. Oui, merci de traduire pour les plus jeunes. Et donc, à la suite de cette expérience et de rencontre avec Grappus, tu cofondes le groupe des graphistes associés dans les années 90, avec notamment Gérard Paris-Clavel, qui est défini comme un atelier de conception d'images publiques d'utilité sociale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce groupe des graphistes associés ? Les graphistes associés, c'est le prolongement de Grappus et c'est aussi le prolongement de l'association qu'a évoqué Antonio tout à l'heure qui s'appelait Ne pas plier. On a une formation qui est une formation justement de designer.
Le design, il est dans la production d'images reproductibles, mais aussi avec une véritable histoire. On a des maîtres. Les maîtres de l'affiche, ils s'appellent Toulouse-Lautrec, Steinlein, ils s'appellent Tomaszewski, ils s'appellent... il y a une histoire très importante de cette façon de faire des images. On en référait, on la maîtrisait d'une certaine façon. Un designer, pour comprendre sa pratique, il apprend en copiant. Mais les peintres apprennent en copiant. Tout le monde apprend en copiant en général. Hein, c'est pas le problème. Et jusqu'au moment où on développe une écriture suffisamment solide, cette somme d'expérience qui dure souvent une petite dizaine d'années, c'est plus facile quand on commence à appartenir à un collectif qui a déjà développé ses codes, parce qu'on copie les codes au début, et puis ensuite, on finit par acquérir sa propre pratique personnelle. Les grands collectifs sont des collectifs composés de grands créateurs. Il n'y a pas des collectifs qui fonctionneraient bien avec justement de la hiérarchie, de la différence. Il peut y avoir différentes expériences parce que ça, c'est les générations. Mais on devait maîtriser le langage. On devait être bon dans notre domaine. Là, la première image qui est projetée, c'est une image qui a été faite au moment où le père Le Pen avait parlé des chambres à gaz comme un détail de l'histoire. Et il y a eu d'immenses manifestations en France sur le sujet. Cette image-là, elle avait commencé un tout petit peu avant parce que c'était juste un photomontage à la Jean Hartfield, c'est ça, ou Jean Hartfield, mettons, peu importe, c'est un immense surréaliste allemand qui a fait des collages magnifiques. C'était un hommage à son travail en même temps qu'il y avait derrière représenté la fureur du langage du Front National de l'époque. Mais je trouve que c'est une affiche qui, en même temps qu'elle dit quelque chose, il y a dans la parole de Le Pen celle de Adolf Hitler, hein, c'est littéralement ce que raconte cette image, et il fallait la figurer plastiquement derrière. Cette image, elle s'est faite à quelques-uns. Alors, quand on faisait ça, il y en a ont besoin d'une seule personne pour faire un collage, mais pour faire le montage derrière, on peut s'amuser à plusieurs. Il y avait ce partage dont parlait Antonio tout à l'heure, faire des images à plusieurs. Et donc, préparer en atelier ces images-là. De toute façon, préparer en atelier, parce qu'une image, c'est une maquette. Aujourd'hui, c'est un fichier. Hein. Une autre image qui s'est... Ah, c'est marrant, elles sont toutes coupées. Ah. Il y a un souci de zoom. Oui, bon, mettons, c'est pas grave, l'essentiel est conservé. C'est une image qui a été faite. C'était un tout petit dessin de Gérard Paris-Clavel. Et on l'a mis en image colorée. On a tiré en affiche à plusieurs centaines et puis des fois milliers d'exemplaires quand c'était des plus petits formats. Et nos images n'étaient pas faites forcément pour être collées, bien qu'on les ait collées aussi, mais elles étaient faites pour être portées. Comme on l'a vu, on peut aller... en avançant, voilà. Ah ouais, mais c'est ça. Bref, on allait dans des manifestations et c'est l'usage aussi d'une affiche, c'est de pouvoir être porté. Et il y a une chose qui est essentielle pour moi, c'était discuté aussi à Grappus, c'était qu'on fait des images et c'est des multiples. Celles qui vont à la rue, celles qui sont soit collées, soit portées, celles qui sont portées vont rentrer chez les gens. C'est-à-dire, on leur donnait pour qu'ils les portent et eux, ils venaient nous les demander pour les garder chez eux. Ça fait que ces images-là, avec Gérard Paris-Clavel qui a fait l'association, enfin j'ai contribué à l'association Ne pas plier avec Gérard Paris-Clavel et Marc Pateau, on a diffusé des centaines de milliers d'images et on n'en a jamais vu une seule par terre dans une manif. Parce que les gens venaient nous les demander. Et on ne les donnait d'ailleurs la plupart du temps qu'à ceux qui nous les demandaient. Moyennant quoi, ça voulait dire qu'il y avait une forme... Ils adoptaient nos images. Quand on rentre chez les gens, c'est la forme ultime pour moi d'un objet artistique, c'est il va rentrer dans la culture particulière d'une personne, d'une famille, d'un groupe de personnes. Il y a plusieurs espaces. Hein. L'espace urbain, il n'est pas simplement public, il est aussi privé, mais il devient public dès lors qu'on est invité chez les amis et qu'on commence à regarder ce qu'ils ont à leur mur parce que justement, ça les qualifie, comme tu disais, comme disait la jeune femme qui avait écrite, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai quel est ton sexe, grosso modo. Donc, il y a quelque chose qui est resté pour moi essentiel, c'est ces images-là sont pas consacrées qu'à la rue, même si c'est là où elles naissent au regard des autres, c'est qu'elles doivent être adoptées en fin de compte. Et elles doivent faire histoire.
J'ai appris dans les musées, parce que les musées, c'est les lieux des collections. Et j'ai collectionné beaucoup. Et je sais que les musées, ils achètent presque jamais rien, ou ils achètent que des trucs trop chers et on n'est pas content. Mais la plupart du temps, c'est des donations. Et c'est comme ça qu'on constitue notre culture visuelle. Et s'il y a un tel déficit dans la culture visuelle du design en ce moment, c'est qu'il y a très peu à la fois de collections publiques et surtout de lieux pour les montrer. Peut-être pour rebondir sur ce sujet, il y a quand même un lieu important qui est le Signe de Chaumont, qui a été inauguré donc en 2016 à la place du pôle graphisme de Chaumont, dont l'enjeu est justement de faire découvrir le design graphique sous ses formes les plus variées et à un large public. Et on y retrouve des affiches qui ont pu aussi parfois prendre place dans l'espace public. Et donc toi, tu as un lien aussi avec cette institution qui est quand même assez récente et qui fait vraiment qui met la lumière sur ces pratiques-là. Oui, bah c'est très bien que ça existe, le Signe, avec un certain nombre d'amis graphistes. Hein. En 87, il y a eu quelque chose qui s'appelait les États généraux de la culture, qui était animé par Jacques Ralite, qui était un remarquable député, ministre de la Santé et maire d'Aubervilliers, justement. Et là-dessus, on a défini avec des graphistes, des designers graphistes, ce qui était un engagement politique à faire des images publiques, responsable et de qualité. Parce qu'on a évoqué beaucoup la publicité dans tout ce qui a été montré avant. Et dès qu'on est dans la rue, c'est l'espace public principalement du commerce. L'immense majorité, je peux dire à 99,999, c'est de l'image commerciale et le reste, c'est les marges. Bon, les marges, c'est très agréable. Hein. Godard, il dit, c'est bien, c'est mieux d'être dans les marges et puis on voit tout de l'extérieur en moins. Mais on est aussi à l'intérieur. Et il fallait, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette pollution visuelle? Ça, c'est ce que disait Sislevitch dans les années 70. C'était de commencer à cultiver le regard des personnes. Or, il n'y a pas d'endroit. On cultive le regard à partir des formes plastiques du passé, mais toutes les formes contemporaines sont devenues des formes du commerce. Et ça, il fallait alors qu'il y a des possibilités de faire des formes admirables, les timbres-poste peuvent être magnifiques. Les billets de banque, c'est quasiment la seule image que les gens ramassent dans la rue, peuvent être très beaux. Pas les nôtres, mais ceux des Hollandais ou des Suisses, oui. C'est-à-dire, on peut avoir dans l'image imprimée des véritables œuvres d'art. Ça, il fallait le montrer. Depuis les années 90, puis 90, il y avait un festival à Chaumont, à partir d'une collection d'affiches redécouvertes dans la ville. Et pendant 17 ans, avec des amis, y compris les amis de Grappus, on s'est battu avec la municipalité, par contre, pour qu'un lieu existe, soit conçu, construit, designé et géré pour la culture du graphisme, mais c'est un endroit en France. Un endroit alors qu'il y a une telle nécessité que ces images-là soient perçues. Moi, ça protège le fait de pas être cultivé. Je suis parti il y a 30 ans de la région parisienne parce que je supportais plus ce que j'avais sous les yeux. Il aurait fallu que je sois aveugle et c'est pas une perspective agréable normalement. Donc, j'ai préféré partir à la campagne où il y a zéro image et il y a que celle qu'on peut faire éventuellement. Mais dans les villes, je suis toujours surpris que ce soit aussi peu commenté. D'abord, le fait qu'on parle jamais de graphisme dans la presse, dans les masses médias, radio, télévisés, etc., c'est un non-sujet. Le design. Mais ça permet, moyennant quoi, de vendre toutes les merdes auxquelles on est habitué, de passer devant des architectures moyennes ou mauvaises, de regarder des bagnoles qui ressemblent plus à rien et de voir des images qui sont des insultes à l'intelligence. Mais tant qu'on n'en parle pas, on n'en sait rien. Donc on cite le Signe, mais tu m'as aussi dit qu'il y avait une donation qui a été faite au Centre Pompidou, au Musée national d'art moderne. Il y a aussi quand même une volonté d'autres institutions. Donc là, je citais le Musée national d'art moderne du Centre Pompidou qui a fait acquérir une partie de ta collection il y a 6 ans à la suite d'une exposition qui a eu lieu justement à Nancy, à la Galerie Poirel. Ça y est, c'est bon, c'est quand même mieux. Donc voilà, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même aussi sur le travail d'acquisition patrimoniale du Centre Pompidou, et puis après, on pourra revenir un peu sur des propositions d'affiches. Alors, comme j'ai pas fait les arts déco en graphisme, la meilleure façon pour moi d'apprendre à faire des images, ça a été d'en regarder. La meilleure façon de les regarder, et c'était bien avant l'arrivée des ordinateurs, etc., ça a été de les collectionner. J'ai fait le tour des ateliers de tous les gens que je connaissais. Quand je voyais une image qui m'intéressait, retrouvais la créatrice ou le créateur et j'allais la voir et je prenais son image.
plus tard, j'ai récupéré chez des imprimeurs et au bout de 30 ans, j'avais quelques milliers d'affiches qui, de mon point de vue, étaient toutes de qualité. Je ne suis pas un collectionneur compulsif d'affiches, je suis un collectionneur d'affiches de qualité. La qualité, après, ça dépend des goûts, c'est très subjectif et on peut dire qu'elles sont merdiques, celles que j'ai récupérées, mais comme j'ai eu l'occasion de les montrer, je me suis aperçu qu'il y avait un véritable intérêt à la fois historique et plastique et intellectuel dans toutes ces images-là. Et j'ai fait la proposition de la donner à une grande institution. J'ai eu la chance de pouvoir mettre à Nancy cette exposition 500 affiches dans l'espace Poirel et j'ai invité Beaubourg, la BNF, la ville de Chaumont d'ailleurs, enfin tous ceux qui étaient en possibilité d'acquérir ces images et j'ai dit les premiers qui la veulent, je leur donne. C'est Beaubourg qui s'est manifesté le premier, j'ai donné 2045 affiches. Voilà. Donc une collection conséquente. Et ça a mis, oui, mais j'en ai encore un peu en plus. Et ça a mis, c'est long les donations, etc. Mais c'est bien. Pour en parler avec Susanna, j'imagine au musée aussi des Beaux-Arts de Nancy, on est sur les mêmes problématiques. Et puis on peut peut-être revenir un peu sur quelques exemples que tu peux commenter, notamment cette affiche. C'est des images qui sont des images que je fais par plaisir, qu'on ne me commande pas. Et après, sa première destination, c'est effectivement la rue. Donc, à l'occasion d'expositions, de manifestations qu'on me propose, ou de manifestations toutes bêtes, si celle-là, en manifestation publique, elle marchera. Je vois pas trop ce que ça pourrait accompagner. Mais je l'ai déjà collée dans plusieurs villes dans le cadre d'expositions et je sais qu'elle amuse, elle fait rire. D'ailleurs, c'est celle que je vends le plus. Je la vends de 50 à 20 euros. Je préviens les gens dans la salle au cas où. Et quand les gens n'ont pas d'argent, je la donne aussi. Il y a celle aussi, juste après, ça c'est une image qui a été faite à la demande de Banc Public, une association sur les cultures méditerranéennes de Marseille, et ils m'ont demandé de créer un poster pour eux, qui pouvait être à la fois collé, mais surtout diffusé, parce que quand c'est dans la rue, et surtout dans la rue, c'est souvent pas bien collé. Moi, quand je colle dans la rue, il faut que ce soit parfaitement collé. Et s'il n'y a pas l'occasion, parce que même la plus belle des affiches mal collées, ça ressemble à plus à rien. Et c'est pas considérable. C'est comme si je venais ici, comme je me suis réveillé ce matin avec mon t-shirt moyen, mon slip, et que j'arrive ici, puis que je vais dire, voilà, on va faire la conférence, quoi. Non, il fait, pardon, la table ronde. Bon, ça c'est une image. Et j'aime bien dans les images, il faut qu'il y ait une dose de virtuosité, j'ose le dire, de la qualité de l'image en même temps que la qualité de l'idée. Qu'elle soit pas immédiatement perceptive, c'est pas grave. L'essentiel là, c'est qu'on voit quelque chose qui ressemble à la Terre, et puis il n'y a plus qu'un continent, et ceux qui regardent attentivement, ils verront que c'est la Méditerranée. Mais si on la traversait, celle-là, on ne se noierait pas dedans. Et c'est nous qui nous noyons dans toutes nos contradictions. Voilà ce que ça pourrait dire pour ce que je me suis imaginé en la faisant. Qui avait été accompagné par cette citation assez belle de Pierre Desproges, qui est facile à lire, et qui permet de renchérir sur la thématique de qu'est-ce que c'est qu'un étranger, qu'est-ce que c'est que le monde, et qu'est-ce que c'est que l'altérité, l'égalité, mais le racisme aussi. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, avec un magnifique texte du philosophe Howard Zinn, c'était aussi faire des affiches. J'ai souvent entendu dire par les associations avec lesquelles on a travaillé, avec le collectif Grappus ou les graphistes associés ou plus tard tout seuls, et des êtres politiques, plutôt du Parti communiste ou de la CGT avec lesquels on travaillait, les gens lisaient pas les affiches. Je trouve ça stupide. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les premières affiches existantes dans les années 1700 et quelques étaient des affiches essentiellement typographiques et que les gens lisaient. Celui qui savait lire lisait pour les autres et il y avait du texte. L'image est arrivée à la fin du 19e siècle, en fin de compte. Donc, je savais que les gens lisaient. Et j'ai fait des expériences qui m'ont permis de voir que les gens lisent des affiches longuement dans la rue, mais à condition qu'il y ait un intérêt visuel à le faire. Enfin, à lire. S'il n'y a pas cet attrait visuel, les gens ne lisent pas. Et ça, je le sais aussi. Alors, ça, c'est une autre part. Je fais des affiches de théâtre. Quand je fais des affiches de théâtre, pour le théâtre d'Auxerre, par exemple, ça, c'est une série,
On peut d'ailleurs... J'essaye de faire des affiches à la fois qui donnent l'information, c'est de la fonction. Il y a un théâtre dans votre ville et il a une programmation qui est plutôt riche, ce sont des affiches programmes, mais il peut aussi donner des indications qui sont des indications des fois sensées, comme l'image précédente, ou juste dire c'est novembre, décembre, voilà ce qu'il y a comme programme dans votre théâtre. Mais cette affiche-là devient une action politique dès lors qu'elle est, je dirais, elle a une qualité plastique qui parle justement de ça, de sa forme. Les gens peuvent en penser quelque chose, mais je sais, quand on fait des images atypiques, là où c'est plus que des stéréotypes de forme, des photos de jeunes filles, des photos de jeunes hommes, des photos de bagnoles, des photos de godasses, etc., cette affiche-là apparaît comme un ovni. Mais elle est aussi au même endroit. Elle est dans un panneau JC Deco, mais elle est bien imprimée. Et puis on la retrouve aussi sur le théâtre, et puis on la retrouve dans le théâtre, et puis elle est donnée à ceux qui vont la chercher. Ça fait 120-80, hein. C'est imprimé en 2 couleurs la plupart du temps parce qu'il y a peu de moyens dans la culture. Mais bien que ma pratique de graphiste fait qu'avec 2 couleurs, on peut en faire plusieurs, hein. Puis le blanc aussi, ça compte comme une couleur. Ça, c'est ce qui me permet de vivre en même temps que je fais de la politique. Je veux bien... C'est montrer... Il y a une affiche, grosso modo, tous les 2 mois, et elle reste affichée 1 mois en moyenne. Et en discutant avec l'équipe du théâtre, ils ont accepté ma forme, j'ai accepté ce qu'eux ils font, l'art vivant, et le mettre en valeur. C'est souvent d'ailleurs dans les théâtres qu'on entend les textes politiques les plus sensés, hein, les plus intéressants. Donc j'ai pas besoin de faire une affiche trop compliquée alors que le texte il est là-bas. Il faut juste que dans ce théâtre qui a 450 places, c'est sa jauge qui est presque plein à 80 tout le temps. Eh ben, j'emmène les gens là-bas à ma façon. Et ça se passe dans la rue. Et je suis payé pour ça. Et donc maintenant, enfin aujourd'hui, tu collabores encore avec ce théâtre d'Auxerre. C'est des aventures longues la plupart du temps. C'est tout le contraire de la société de consommation où tout s'use très vite. Là, ça fait 15 ans avec eux, mais ça fait 20 ans avec le directeur parce que je le connaissais d'avant. Mais ça fait 38 ans que je vis avec Sido, donc c'est pas... J'ai l'habitude. Hein, Et donc peut-être pour conclure ce parcours, on peut encore avoir des images qui illustrent en effet à l'écran. Et puis il y a eu une exposition aussi qui a rendu un peu trace de ce travail à la médiathèque de Villizy-Vicoublet et qui illustrait eh bien, cette pratique de l'affiche avec toutes ces recherches typographiques et de couleurs. Et donc, on a le maestro qui fait passer les images. Non, mais c'est parce que ça, c'est des affiches de théâtre. C'est pas le même théâtre, mais c'est presque pareil. Alors, je reviens juste parce que là, pour le théâtre de Chaumont, le Nouveau Relax, pendant 15 ans, on a travaillé avec le photographe municipal, qui est un fonctionnaire territorial, cadre B, je crois, ou un truc comme ça. Et Richard Pelletier, on lui a demandé de photographier les lieux, les habitants, les situations de la ville, parce que quand on marche dans une ville, et à Chaumont, 14 panneaux suffisent pour que 25 000 personnes voient l'affiche. Hein, et que les gens regardent ces images parce qu'ils s'y reconnaissent. Ils reconnaissent cette famille de Français plutôt catholiques de droite en bleu et ces 2 personnes du spectacle, du voyage, c'est la communauté du voyage. C'est des affiches très composées, hein, malgré tout, où ça se raconte des petites histoires et elles sont très vues, elles sont plutôt sollicitées. Des gens viennent voir le photographe municipal, 25 000 personnes, c'est un village. Hein. C'est pour ça que j'aime plus les grandes villes. C'est que 25 000 personnes, on peut interpeller les élus dans la rue, on peut discuter avec les employés municipaux, on peut discuter sans se fâcher en plus. Et à cet endroit-là, c'est devenu j'ai profité de la possibilité de faire des images qui sont des programmes de théâtre pour créer du lien social, tant que c'était possible, au travers des images produites, parce que c'est eux que ça représente. Et donc, ils venaient voir le photographe Richard pour lui dire « Tu veux pas me photographier que je sois sur les affiches ?» On est à 80 affiches, mais j'ai arrêté là, l'année dernière. Voilà, là c'est... Et on va peut-être conclure avec cette image pour après laisser la parole aussi au public s'il y a des questions. Donc, je te laisse quand même faire un clin d'œil à cette image-là. Là, ce que vous pouvez faire, c'est continuer les images et je vais juste...
c'est des images alors en tant qu'artiste, puisque je suis à la Maison des artistes, hein, PO 068, je crois, ou quelque chose comme ça, depuis 1984, j'ai eu une bourse du Centre national des arts plastiques. Je leur ai proposé de faire des affiches politiques sensées, c'est-à-dire à la fois d'une qualité plastique, mais avec des textes qui soient des textes qui font sens, qui soient lus, qui soient portés, qui soient collés, etc. Et on m'a donné 10 000 euros à l'époque. J'ai donné 3 000 euros à un ami photographe parce que chaque image, au dos, il y a une très belle photo. Ça se voit pas sur la sélection que j'ai faite, et c'est Murmuraté, un ami qui les a faites. Et côté verso, il y avait des textes avec un slogan qui est plutôt publicitaire. La concurrence est dégueulasse, l'argent est roi des cons, pauvres consommateurs, actionnaires tortionnaires. Pour U1, j'avais fait trader tueur. Je me souviens, un tract pour un. Et j'ai fait ces images tirées, 10 images tirées à 100 exemplaires chacune sur un papier assez épais et données à 700 exemplaires dans les manifs, portés, gardés. Et j'en ai gardé 30 de chaque pour les vendre et pour me payer parce que j'avais eu 7 000 euros d'impression et 3 000 euros pour mon ami photographe. Donc j'avais bouffé ma bourse comme ça et j'ai fini par me payer. J'avais estimé que ça coûtait dans les 5 000 euros mon travail, grosso modo, et donc je me suis payé en les vendant doucement. Il m'en reste, je dis ça à l'Assemblée. Avis aussi aux amatrices et amateurs. C'est pas cher. Parce que tout l'intérêt des affiches, c'est que c'est pas cher. Et on peut les vendre ou on peut les donner. Parce que c'est pas cher, on donne. Ça, c'est des... Et alors, on va avancer. C'est juste la dernière, c'est important parce que dans une autre type de commande, j'ai été invité par le centre social de la première cité des quartiers nord de Marseille, la cité Frévalon. En 66, elle a été construite. Et il y a 6 000 habitants. Il y avait toute une série de problèmes irrésolus. On a créé j'ai fait un portrait de la ville. J'ai portraituré une trentaine de personnes avec leur immeuble. L'association, la jeune Kadiata, et de l'immeuble dans lequel elle habite. Et il y avait une série aussi de textes qu'on avait fait ensemble qui étaient des textes de revendication. Et ça a été évidemment collé. On a tiré donc à peu près 36 images, tirées chacune à 50 exemplaires. Ça faisait une série d'expositions qui ont été soit collées dans la cité ou dans les lieux où il était possible de le faire. Et ensuite, ça a surtout été exposé au conseil régional, médiathèque, collège, etc. Et assez systématiquement, quand j'ai une exposition de mon travail, je continue de la montrer parce que c'est un sujet qui reste éminemment d'actualité, irrésolu et qui s'enfonce sans cesse un peu plus. Bon, là où on faut être modeste, c'est que ce travail, il résout rien. Il dit juste, il faut continuer d'en parler tant que ce ne sera pas résolu. Et pour les habitantes et habitants, c'était aussi un message très fort pour eux de se voir exposés comme ça, avec aussi une recherche du beau et d'esthétisation d'un espace qui, à l'origine, ne l'est pas forcément. Souvent, on ne pose jamais la question, mais moi, je sais que c'est toujours extrêmement agréable quand on rencontre un artiste et qui nous dédie quelque chose. Qui s'est pas fait écrire un petit morceau de musique, qui s'est pas fait faire un petit portrait de sa gueule ou un ami photographe ou des choses comme ça. Et c'est toujours les mêmes, en fin de compte. Là, ça m'intéressait, bien évidemment, parce que si je suis parti vivre à la campagne, c'est parce que je supportais plus tout ça. Parce que j'avais plus la force morale de tenir face à ça. Mais je connais bien le problème. Par contre, des images à la campagne, il n'y en a pas besoin, c'est ça qui est merveilleux. Ce sera peut-être le mot de la fin de cette matinée. Merci en tout cas Vincent et puis Antonio aussi d'avoir dressé un parcours de votre travail. On peut prendre quand même une ou deux questions et puis on va clôturer. Voilà, s'il y a des remarques de la salle, ça peut être aussi l'occasion. S'il y a des questions ou des... De rien. Et donc Mathieu, peut-être aussi un mot de la fin ? Oui, non, moi ce qui me, qui me fait boucler un peu là dans
deux prises de parole. C'est cette question de l'adresse. En fait, tu le disais quand tu réintroduisais, pour en avoir discuté aussi beaucoup avec Antonio, parce que tu n'as pas reparlé de la question des terrasses et de la présence publicitaire, tu l'as évoqué très vite. Mais c'est vrai que l'impulsion pour faire de l'affiche, ou en tout cas utiliser ce médium et faire exister du cinéma dans l'espace public, c'est aussi une réponse à un trop-plein et à une saturation, à une médiocrité, justement, pollution visuelle, ou en tout cas une volonté d'améliorer l'environnement. Et je trouve que cette question, en fait, de l'échelle de l'adresse est vachement intéressante, parce que Antonio parlait de la manière dont il allait cibler et essayer justement de diffuser son affiche. C'est une espèce de pari impossible face à la régie Deco, de faire exister un travail artistique qui propose autre chose. Et de la même façon, ce que tu disais sur les petites échelles de production, cette question de trouver une adresse et de dialoguer par ce biais-là, notamment aussi dans la matérialité de l'affiche, qui est quelque chose qui disparaît complètement à travers les régies publicitaires, alors que, comme tu le disais très bien, une affiche, ça se prend, ça se roule, ça s'emporte, ça s'accroche, ça se donne, ça se vend, ça fait une économie. Et quelque part, c'était pas le vœu, mais le constat de Walter Benjamin à travers justement la pratique de la photographie, cette idée d'une démocratisation. Moi, je pense que c'est une forme de pratique des plus généreuses et justes. Et je pense que cette question de la facilité à la produire et de la facilité à la partager, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant dans ces formes-là par rapport à d'autres formes d'art urbain qui seraient pour le coup indissociables de leur dimension in situ. On ne peut pas enlever un graffiti d'un mur, alors qu'une affiche, justement, on peut toujours ouvrir le panneau de co et la chercher, on peut toujours la décoller et on peut toujours aussi la partager. Tu voulais rajouter quelque chose, Vincent ? Ouais, je voulais juste te dire que s'il n'y avait pas tous les problèmes de design que j'ai évoqués un petit peu tout à l'heure, on n'aurait rien à dire, si ce n'est tout va bien. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait jamais que des actes qui sont des actes de résistance modeste à une société qui nous déplaît, et une société qui passe justement par la mauvaise production, le mauvais dessin, et les mauvais dessins EUN en règle générale. Et moi, j'adorais qu'il n'y ait pas besoin de le faire. Je ferais tout autre chose, parce que râler, c'est chiant. Un arbre plutôt que cette affiche. Merci.